Françaises, Français. En cette fin de 2020, la France est divisée en deux camps. D'une part, les ardents partisans de la vaccination contre la Covid-19, sans faire le détail, ils sont pour la vaccination. Et d'autre part, ceux qui sont réservés, réticents, hostiles, ça va depuis une forte hésitation jusqu'à un refus total de vaccination. La France est donc divisée dans ces deux camps et on a l'impression parfois que les réunions de famille tournent au pugilat sur un fond de soupçons de complotisme et on a l'impression d'être revenu au pire temps de l'affaire Dreyfus. Carandache, vous savez, le dessinateur à la fin du XIXe siècle décrivait les dîners de famille avec des gens qui finissaient par se sauter à la gorge les uns les autres parce qu'il y avait les pour et les contre Dreyfus. Ben ça, en fait, la même chose est arrivée maintenant. Alors moi, je regarde tout ça de près. Je suis allé voir beaucoup de forums sur des journaux, des télévisions, des radios, sur Internet, sur Facebook. Et je me suis rendu compte de quelque chose d'important, c'est que les gens qui sont farouches partisans du vaccin, en fait, ont pratiquement aucun argument à opposer à ceux qui sont réticents. Le seul argument des partisans du vaccin, c'est qu'ils pensent que ça va être la fin de la pandémie. Voilà. Et donc, ils considèrent qu'il faut être dingue pour refuser le vaccin. C'est-à-dire que l'idée même qu'il puisse y avoir des dangers dans les vaccins, l'idée même que ces dangers puissent être extrêmement importants par rapport aux bénéfices attendus, cette idée ne les effleure pas. En réalité, ils raisonnent dans un rétroviseur, comme on dit. Ils raisonnent en fonction de ce qu'ils ont eu au cours de leur vie, du vaccin contre le BCG, contre la variole, etc., contre le DT polio. Et ils se disent, moi, on m'a vacciné, ça s'est très bien passé. Donc, en fait, ce sont des combats d'arrière-garde, ce sont des choses très anciennes, ce sont des gens qui n'ont pas confiance dans le progrès. Alors moi, je fais cette vidéo ici parce que je voudrais poser vraiment cette question. Est-ce que les gens qui raisonnent comme ça, est-ce que les gens qui disent il faut faire vacciner tout le monde, il faut interdire de pouvoir entrer dans des restaurants, des cinémas, etc., ceux qui refusent de se faire vacciner, est-ce qu'ils se rendent vraiment compte de ce qu'ils disent? Est-ce qu'ils se rendent vraiment compte que ce dont on parle là, ça n'est pas le BCG de leur enfance? Est-ce qu'ils se rendent compte que ce dont on parle là, c'est un vaccin nouveau? Et il y a eu beaucoup de vaccins nouveaux au cours des 15 dernières années, notamment des vaccins contre la grippe dont tout le monde sait qu'ils marchent mal. Mais il s'agit ici de vaccins nouveaux sur lesquels on n'a aucun recul. Et je voudrais commencer cette vidéo avec un fait absolument irréfutable. On a appris, là, il y a quelques heures, au moment où je parle, que le CDC d'Atlanta, c'est-à-dire le Center for Disease, qui est le grand centre qui récapitule les données statistiques aux États-Unis pour toutes les maladies dans tous les domaines, et le centre du centre, c'est à Atlanta, le CDC d'Atlanta a publié un rapport, au bout de 5 jours, sur les effets de la première vaccination qui a eu lieu avec le vaccin Pfizer-BioNTech, ce fameux vaccin à ARN messager, contre la Covid-19 entre le 14 et le 18 décembre. Et ce que nous apprend donc, ce qu'on vient d'apprendre des États-Unis, c'est que sur cette période, il y a eu 112 807 personnes vaccinées aux États-Unis. Et sur cette période, il y a eu déjà 3 150 événements impactant la santé, selon c'est Health Impact Event en américain, qui ont été recensés. Alors qu'est-ce que les Américains appellent Health Impact Event? C'est incapacité à effectuer des activités quotidiennes normales et ou impossibilité de travailler et ou nécessité d'obtenir des soins et un suivi médical. Donc, alors ça c'est les statistiques qui viennent de tomber. Ça veut donc dire que sur le vaccin Pfizer-BioNTech, qui est celui qui nous attend, semble-t-il, au bout de 5 jours, il y a 2,8% des personnes vaccinées
qui donc ont ce genre de troubles. Et ce genre de troubles, ce ne sont pas des réactions allergiques qui durent 1 heure, ce ne sont pas des choses superficielles. C'est ce que je viens de vous dire. Si on rapporte ce chiffre sur la population mondiale, 7 milliards de personnes vaccinées, si on pouvait par un coup de baguette magique vacciner 7 milliards de personnes, ça voudrait dire qu'on aurait des effets secondaires, des Health Impact Events, pour 196 millions de personnes, c'est-à-dire 3 fois la population de la France, qui soit ne pourrait plus travailler, soit nécessiterait un suivi médical de la part d'un médecin ou d'une organisation médicale, soit aurait des pires difficultés à faire les gestes de la vie quotidienne. Et à l'échelle de la France, où on a 67 millions d'habitants, cela ferait à peu près 1 876 000 de nos compatriotes qui souffriraient de ça au bout de 5 jours. Je ne veux pas jouer les prophètes de malheur, je dis simplement la situation telle qu'elle est. On ne sait pas comment ça va évoluer d'ailleurs. Il est possible que ces personnes, au bout d'une semaine, 10 jours, reviennent à la normale. C'est possible, je le souhaite d'ailleurs. Mais il est possible que non. Et puis il est possible que on ait des choses qui se développent, non pas au bout de 5 jours, mais au bout d'une semaine, 10 jours, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 8 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Est-ce que les personnes qui traitent leurs compatriotes de crétins parce qu'ils refusent d'être vaccinés par un vaccin dont on ne connaît rien, est-ce qu'ils se rendent bien compte qu'un vaccin peut avoir des effets dans 10 ans? Est-ce qu'ils s'en rendent compte? Est-ce qu'ils se rendent compte que les autorités qui leur assurent que ce vaccin ne pose pas de problème peuvent se tromper? Et d'ailleurs, comment pourraient-elles promettre quoi que ce soit sur les effets d'un vaccin dans 10 ans alors que le vaccin n'existe que depuis 1 mois? Je rappelle quand même les quelques points fondamentaux. Premièrement, la Covid-19 est une maladie à faible létalité. On sait que la grande majorité des personnes qui en décèdent, hélas, sont des personnes qui ont plus que 80-85 ans. On sait que parmi elles, il y en a beaucoup qui sont tout à fait en fin de vie. On peut même se demander si dans certains cas, on n'a pas catégorisé en mort de la Covid-19 des malades qui en fait souffraient de comorbidité avec différents facteurs, et le fait d'avoir le virus de la Covid-19 n'a été qu'un des facteurs parmi ceux-ci. On a des quantités d'exemples. On aurait dû attendre à ce qu'il y ait 20 ou 25 000 morts, et nous en avons déclaré 30. Donc ça veut dire que non seulement il n'y a pas eu de mort cachée, mais que probablement qu'un certain nombre de personnes qui sont décédées porteurs du Covid ne sont pas nécessairement décédées du Covid. Bien. En tout cas, on est dans le domaine au niveau national, semble-t-il, de 0,5% de morts pour les personnes qui ont été infectées. Deuxième élément à avoir à l'esprit, ce vaccin n'empêche pas de contracter la maladie. Ça réduit la probabilité de l'attraper, semble-t-il. Mais ça n'empêche pas un seul des laboratoires n'a dit que ça empêchait d'attraper la maladie. Je me fais vacciner. Aurais-je la garantie de ne pas tomber malade? Non. Vous n'aurez pas la garantie de ne pas tomber malade. On sait que ça diminue de 90% votre risque, mais pas de 100%. Donc, c'est le deuxième point que j'invite mes compatriotes qui veulent se faire vacciner à comprendre. Ça n'est pas parce que vous serez vacciné que vous n'attraperez pas la maladie. Sans doute, vous aurez une forte probabilité de moins l'avoir. Mais ça n'est même pas sûr et certain, parce que les pourcentages, pour l'instant, sont encore très nébuleux. C'est essentiellement de la publicité émanant des grands laboratoires pharmaceutiques, mais ça n'empêche pas que dans certains cas, vous pouviez tomber malade. Un mot d'ailleurs sur le taux d'immunité. Je vois qu'il y a des vaccins des sociétés qui nous annoncent que leur vaccin pourra avoir une immunité de l'ordre de 94-95%. 90% a dit, vous l'avez vu, le virologue qui était, interrogé par Jean-Jacques Bourdin. Bon, enfin, moi, j'avoue que, honnêtement, je donne un peu ma langue au chat parce que j'y comprends pas grand-chose. Parce que, actuellement,
En France, mettons pour simplifier, il y a 67 millions de Français. Il y a peut-être, je sais qu'en région parisienne, on dit qu'il y a eu 24% de la population qui a été infectée. Au niveau national, on peut penser qu'il y a peut-être déjà une dizaine de pourcents, peut-être un peu plus. Mettons 7, 8 millions de Français, 9 millions qui ont été infectés. Et il y a eu un peu plus de 50 000 morts. Donc on est dans un ratio de 0,5% de décès. Alors, moi, je ne sais pas très bien ce que signifie le 90% annoncé par les vaccins. Je ne comprends pas. Parce que si je comprends bien, il y a à peu près, mettons, pour revenir à l'exemple français, allez, je dis forfaitairement des chiffres, mettons 10 millions de personnes infectées en France. Et donc, sur ces 10 millions, je crois savoir qu'il y a une grosse majorité qui sont des porteurs asymptomatiques. Peut-être 8 millions qui vont être infectés mais qui ne voient pas passer le virus. Et puis donc il reste plus que 2 millions, donc ça veut dire que 80% restent asymptomatiques. Et donc je ne vois pas le vaccin, si les gens étaient vaccinés, qu'est-ce qui permet de dire que c'est le vaccin qui permet de ne pas tomber malade alors qu'il y a déjà 80% qui restent asymptomatiques sans vaccin. Ensuite, il y a sur les 2 millions restants, eh ben, il y en a 1 950 000 qui ont 1,9 million, je sais pas, 1,8 million, et qui ont des maux de tête, des rhumes, qui sont un petit peu malades. Et puis, vraiment, dans les derniers chiffres, on peut considérer qu'il y a peut-être, je ne sais pas, mais 100 000 personnes qui sont hospitalisées, ou 200 000 personnes qui sont hospitalisées, et puis certaines vont en réanimation, peut-être 100 000 en réanimation depuis le début, et puis malheureusement 50 000 personnes qui sont décédées. Voilà. Mais je ne vois pas où le 90% ça se joue en définitive dans cette affaire. Si toutes les personnes étaient vaccinées, en quoi ça aurait modifié, par exemple, de façon substantielle, le résultat de décès final? Je ne le comprends pas très très bien, puisque si c'est 90% sur 10 millions, ben ça veut dire quand même qu'il resterait 1 million de personnes qui tomberaient malades. On ne doit pas être loin et emmener à l'hôpital. On ne doit pas être si loin de ça, de la situation actuelle. Bon, à vérifier. Troisième point. Ces vaccins à ARN messager, Pfizer-BioNTech, bientôt Moderna, ou dans un autre domaine, le vaccin de AstraZeneca, n'empêchent pas, semble-t-il, d'être contagieux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous aurez été vacciné que vous ne pouvez pas, si vous avez le virus qui vous a atteint, ne pas le transmettre aux autres. Est-ce que je pourrais, même vacciné, encore transmettre le virus ? Possiblement, vraisemblablement. C'est pour l'instant ce que les modèles singes... Donc je me ferai vacciner, je pourrais quand même transmettre le virus. On ne sait pas encore. Sur les essais de Moderna et Pfizer, ils ont dit, le critère d'évaluation principal était de ne pas faire une forme clinique, mais il est tout à fait possible que les gens avaient du virus dans le nez, par exemple, et pouvaient être contagieux. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs chez les singes chez qui ces vaccins ont été testés. Oui. Les singes ne faisaient pas de forme clinique grave, mais ils avaient du virus dans les fosses nasales et pouvaient donc transmettre. Donc il est possible que ces vaccins empêchent les formes graves sans empêcher la transmission. Est-ce que les gens peuvent comprendre ce que ça veut dire que ça ? Ça veut dire que les arguments que je vois assez souvent dans les forums de discussion, des arguments de type altruiste en disant mais non, il faut se faire vacciner, même si c'est pas pour vous-même, c'est pour les autres, c'est pour éviter de contaminer les autres, cet argument tombe, il n'est pas exact. Quatrième élément, on ne connaît pas la durée de la protection. Alors, je me fais vacciner, combien de temps serai-je protégé ? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et on la connaît d'autant moins que le virus semble muter. Il y a des mutations. On le voit, on l'a vu avec l'affaire des visons, des 15 millions de visons qui ont été abattus en urgence au Danemark parce qu'il y avait une nouvelle souche qui s'était créée. On la voit ces jours-ci au Royaume-Uni et peut-être en Afrique du Sud où de nouvelles souches sont apparues. Et on ne sait absolument pas, même s'il y a des médecins qui vous ont dit aussitôt non, ça couvre la nouvelle souche. La nouvelle souche, on la connaît à peine. Et on vous assure que des vaccins qui ont commencé à être administrés il y a 4 jours couvriraient cette nouvelle souche que l'on découvre.
Il faut quand même arrêter d'être crédule et de répéter sans réfléchir ce que l'on entend à la télé ou à la radio. Et puis même si c'était efficace sur d'autres souches, on ne sait pas quelle est la durée d'un vaccin. Tous les vaccins ont des durées limitées. Le vaccin contre le choléra, par exemple, avait une durée de 6 mois. D'autres, sur la variole, c'était une durée de 5 ans. Donc là, on ne sait pas. 5e élément. Les vaccins à ARN messager sont les plus chers. Et ce sont eux qui bénéficient d'une promotion incroyable du gouvernement. Alors qu'il existe des vaccins de formation traditionnelle à partir du virus désactivé, et notamment les vaccins russes et chinois, qui sont totalement absents du débat public. Est-ce que l'on peut avoir en France un débat public entre les partisans du vaccin Pfizer-BioNTech, du vaccin Moderna, du vaccin AstraZeneca, du vaccin russe Sputnik V ou du vaccin chinois? Est-ce que l'on peut avoir ça? Est-ce que l'on peut expliquer aux Français quels sont les avantages et les inconvénients des uns et des autres, et notamment le recul que l'on peut avoir sur les vaccins qui sont faits par la Russie et par la Chine, puisque ce sont des vaccins de fabrication, de conception traditionnelle, alors que les vaccins à ARN, c'est la première fois qu'on en fait. 6e point. Aucun recul sur ces nouveaux vaccins à ARN. J'ai commencé cette vidéo en insistant sur les tout premiers reculs que l'on a, ça fait 5 jours. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en 5 jours, il y a quand même 2,8% de problèmes, ce qui n'est quand même pas rien. Ce qui est d'ailleurs très supérieur, soit dit en passant, au taux de létalité qui est de 0,5. Alors, on va voir la suite des événements. Il vaut mieux évidemment avoir des problèmes, ne pas être en forme pendant quelques semaines et puis ne pas mourir si le vaccin protège. Mais est-ce que le vaccin protège? On n'en sait rien en définitive. Ce sont des suppositions sur des échantillons que nous présentent les laboratoires pharmaceutiques qui les vendent. Et moi, on n'en sait rien. Je voudrais, à cet égard, attirer l'attention de mes compatriotes qui ne jurent que par la vaccination, qui considèrent que ceux qui sont réticents sont au mieux des demeurés, des crétins, des nostalgiques, pour ne pas dire des complotistes, conspirationnistes, puisqu'en France, si vous n'êtes pas d'accord avec la parole gouvernementale relayée par les médias, c'est que vous êtes banni, vous êtes frappé, comme c'est du temps de la papauté triomphante à la période baroque, on est frappé d'excommunication. Voilà, on a le pape médiatique et gouvernemental qui fulmine une excommunication contre quiconque se pose des questions. Eh bien, à tous ceux qui sont favorables à ce vaccin de Pfizer-BioNTech et qui se disent mais il y a toutes les garanties, etc., je voudrais leur rappeler, parce qu'ils l'ont peut-être oublié, ou peut-être qu'ils ne l'ont jamais su, parce que ça n'a quand même pas fait la une des grands journaux, l'exemple d'un vaccin finalement assez récent, qui est le vaccin H1N1, le vaccin contre la grippe H1N1. Or, je signale que ce vaccin, lancé en 2009, qui avait obtenu toutes les bénédictions nécessaires, l'autorisation de mise sur le marché, l'autorité de la santé, l'autorité européenne de santé, tout le monde s'y était mis, et donc on considérait déjà que les gens qui ne pouvaient pas se faire vacciner étaient des abrutis. Eh bien, ce vaccin a été retiré, car problématique, et tous les centres de vaccination ont finalement été fermés précipitamment en janvier 2010. Pourquoi? Il y a eu au total en France 5 360 000 personnes vaccinées, dont 563 000 seulement qui ont reçu la seconde injection. Ça veut donc dire que 5 600 000 ont eu la première injection et 563 000 de ces 5 600 000 a eu la deuxième injection. Au total, ça veut donc dire qu'il y a eu un peu moins de 6 millions de doses qui ont été utilisées. Le coût pour la France a été de 668 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Quand on songe qu'il n'y a que 563 000 personnes qui ont obtenu les 2 doses, qu'on a fait le vaccin global, on s'aperçoit que ça revient à plus de 1 000 € par personne vaccinée.
Ça aurait coûté moins cher pour l'État de donner 1 000 € à chaque personne vaccinée plutôt que de les vacciner avec les 2 doses. Bien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce vaccin a provoqué des cas de narcolepsie, c'est-à-dire de personnes qui, à tout moment de la journée, s'effondrent dans le sommeil. Et c'est irrésistible, et c'est une maladie. Ou des cas corrélés de cataplexie, c'est-à-dire d'un seul coup, les gens deviennent comme des chiffres molles, ils n'ont plus de tonus dans les muscles. Et sans parler d'un syndrome qu'on appelle un syndrome neurologique qui est moins fréquent, le syndrome de Guillain-Barré. Et tout ceci a commencé quand ? Ça n'a pas commencé dans les 3 jours suivant la vaccination. Ça n'a pas commencé dans les 2 semaines suivant la vaccination. Ça a commencé plusieurs mois. On a des exemples de telle ou telle personne, souvent des jeunes d'ailleurs, entre 5 et 19 ans, des lycéens, des étudiants, des étudiantes, qui ont été vaccinés contre le H1N1. Et puis, 3, 4, 6 mois après, ça prouve qu'il y a du temps, qui se sont mis à être victimes de narcolepsie. Il a fallu attendre 2 ans, 2 ans, pour que soit établi officiellement, je dis bien officiellement, ça fait un scandale en Suède notamment, mais en France aussi, il soit établi donc à partir de 2011, 2012, 2013, qu'il y avait un lien entre la vaccination et ces maladies qui sont quasiment incurables de narcolepsie. Personne ne les conteste. On a des cas d'ailleurs, il y a un cas dont parlait Libération il y a quelques jours d'ailleurs, d'une jeune femme qui s'est fait vacciner en 2009, qui a commencé à souffrir de narcolepsie, donc de passage de sommeil en pleine journée, pendant ses cours ou au travail, ce qui est extrêmement handicapant pour la suite des événements, pour sa vie même, pour son travail. Elle a commencé à souffrir de cela au bout de 6 mois. Il lui a fallu attendre 2 ans à partir de 2011-2012 pour que ce soit officiellement reconnu comme une conséquence de la vaccination. Et il a fallu attendre, je crois, 2016 pour que l'État soit condamné à l'indemniser pour cette vaccination. Sachant d'ailleurs que les laboratoires pharmaceutiques avaient évidemment mis de côté, s'étaient débarrassés de leurs responsabilités en refilant ça à l'État. Je résume donc, il y a eu 5 600 000 personnes qui ont reçu au moins une dose, 563 000 qui ont reçu les 2 doses, et il y a eu, à l'heure actuelle, 200 cas environ en France de personnes qui souffrent de narcolepsie et de cataplexie, et quasiment à vie. Je rappelle qu'il y a eu en France 323 morts de la grippe H1N1. Je rappelle enfin que les enfants entre 5 et 19 ans ont 13 fois plus de risques, 13 fois plus de risques de développer une narcolepsie après avoir été vaccinés par H1N1 que s'ils n'ont pas été vaccinés. 200 personnes qui souffrent à vie de narcolepsie et de cataplexie, et 323 morts. Vous voyez donc qu'il y a eu d'ailleurs au passage donc des morts de cette maladie, sans doute peut-être qu'ils n'avaient pas été vaccinés, peut-être que le vaccin était efficace, mais on voit quand même qu'il y a un véritable problème. Parce que s'il y a eu 323 morts sur l'ensemble de la société française avec 65 millions d'habitants, et que sur les seulement 5 600 000 personnes qui ont reçu une dose et les 560 000 qui ont reçu les 2 doses, vous avez 200 personnes qui sont handicapées à vie, eh bien le bilan du vaccin pose véritablement problème. Un rapport d'enquête du Sénat, présidé par l'ancien ministre François Autain, a été rendu public d'ailleurs le 29 juillet 2010. Ce rapport est assez critique, même très critique, et il a mis en lumière, c'était il y a 10 ans, il a cité nommément le poids des lobbies pharmaceutiques ainsi que l'acceptation par les décideurs politiques et administratifs de contrats commerciaux beaucoup trop contraignants. Ça, c'est le cas du vaccin H1N1. Revenons maintenant au vaccin Pfizer-BioNTech sur la Covid-19. Qui
peut assurer aujourd'hui que dans 2 ans, on ne va pas avoir des cas, des centaines de cas, des milliers de cas peut-être, comme celui de H1N1, qui vont se déclarer. Narcolepsie, cataplexie, mais peut-être beaucoup plus grave. Puisque, je le rappelle, et ça c'est quelque chose, semble-t-il, que les partisans du vaccin n'arrivent pas à comprendre, je rappelle que c'est la première fois au monde que l'on va balancer dans les organismes humains, à des centaines de millions de personnes, des vaccins qui sont faits selon une technologie dite de l'ARN messager. Alors, je ne vais pas ici entrer dans un détail trop précis, d'autant plus que je ne suis pas un spécialiste, mais je me documente. Et je vois qu'il y a deux écoles très différentes. Il y a une école qui est représentée notamment par le professeur Montagnier, Luc Montagnier, qui a quand même été prix Nobel de médecine en 2008, médaille d'argent du CNRS, qui a eu plusieurs prix internationaux pour la recherche médicale fondamentale et appliquée, qui est docteur honoris causa de très nombreuses académies dans le monde. Alors il est de bon ton dans les médias mainstream de laisser entendre qu'il est complètement gâteux. Bon, moi je l'ai vu sur France Soir TV, ce monsieur n'est pas du tout gâteux. Ce qu'il dit est extrêmement sensé. On l'a brocardé parce qu'il a dit qu'il y avait dans la Covid-19, dans le virus en question, des éléments du génome, comment dirais-je, de 2 virus, du virus du sida, du HIV, et également du virus de la malaria. Il a dit ça au mois de juillet. On a dit qu'il était complètement gâteux, qu'il était siphonné, que c'était faux, naninana. Sauf que ça ressort. J'ai eu l'occasion déjà de me parler ici de ce dossier qui avait été établi par le CNRS qui dit qu'il y a un vrai problème sur le Covid-19. Parce que lorsqu'on séquence ce virus, il y a des choses qui sont impossibles statistiquement à avoir naturellement. Il y a vraiment des morceaux, des bribes de discours, si j'ose dire, des bribes du génome de ce virus qui viennent du virus HIV et d'autres du virus de la malaria. Malaria, d'ailleurs, soignée, c'est la maladie du palu. Ça pourrait expliquer, d'ailleurs, en partie, l'efficacité de l'hydroxychloroquine. En attendant, voilà, vous avez le professeur Montagnier, vous avez le professeur Raoult qui met en garde contre des vaccins beaucoup trop rapides. Et quand on met en garde contre un vaccin, ça ne veut pas dire on interdit de vacciner. C'est simplement une mise en garde. C'est du pur bon sens. Le professeur Perron, etc., toutes ces personnalités qui sont poursuivies, pas le professeur Montagnier, parce que l'Ordre national des médecins n'ose quand même pas poursuivre pour charlatanisme un prix Nobel de médecine. Mais les autres sont poursuivis par l'Ordre national des médecins au motif que ce seraient des charlatans. Bon. D'ailleurs, ce sont des gens qui n'ont même pas souvent le diplôme de professeur de médecine qui attaquent des sommités médicales mondiales en disant que ce sont des charlatans. C'est quand même, passez-moi la rigolade. Je vois d'ailleurs que le président de l'Ordre national des médecins, c'est un médecin généraliste. Très bien, j'ai beaucoup de respect pour les médecins généralistes. Enfin, il n'a quand même pas les compétences des infectiologues, des virologues et des immunologues dont on parle sur ces questions très précises. Alors, que disent les personnes qui sont hostiles à la vaccination ARN ? Ils disent que l'ARN, normalement, ne modifie pas l'ADN, mais qu'il peut arriver des cas où il le modifie. C'est tout le problème des rétrovirus comme le HIV, et c'est tout le problème d'un élément que les spécialistes appellent la transcriptase inverse, c'est-à-dire que normalement c'est l'ADN qui informe, qui modifie, c'est l'ADN qui modifie l'ARN, mais que dans certains cas c'est l'inverse qui peut se produire. Et ça, on sait ça maintenant depuis quelques décennies. Alors, ça a été débunké. J'ai vu que le journal Le Monde et les décodeurs ont dit comment, c'est n'importe quoi, le prix Nobel dit n'importe quoi, le professeur Raoult dit n'importe quoi, le professeur Perron dit n'importe quoi. De toute façon, c'est simple. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec Big Pharma et avec Pfizer-BioNTech, vous dites n'importe quoi. Vous êtes un gâteux ou un complotiste, au choix. C'est quand même un peu. Parce que les décodeurs, c'est fait par un journaliste qui n'a pas de diplôme de médecine, je ne pense pas, ou qui, s'il en a, n'a pas toutes les compétences des gens qui l'attaquent. Et les décodeurs du Monde ont expliqué qu'il ne fallait absolument pas avoir peur
de l'affaire de l'ARN modifiant l'ADN, que c'était absolument impossible. Et d'ailleurs, ils ont interrogé un type, un médecin, qui a dit non, c'est impossible. Ah bon, très bien. Oui, il y a des médecins, c'est vrai, il y a un médecin qui dit que ça n'est pas possible. Très bien. Pfizer-BioNTech dit que ça n'est pas possible. Très bien. Mais il y a des sommités médicales qui disent que c'est possible. Il y a, je voyais sur François un autre spécialiste de biologie moléculaire qui disait, contrairement aux débunkages qui ont été faits, les débunkages sont faux s'il y a un risque qui est prouvé depuis maintenant des décennies que l'ARN puisse rétroagir sur l'ADN. Et si l'ARN rétroagit sur l'ADN, c'est un cataclysme potentiel. Ça veut dire que potentiellement, l'ADN des gens qui auront été vaccinés pourront être modifiés. Et donc, éventuellement, le patrimoine génétique qu'ils transmettront à leurs enfants. Et donc, éventuellement, des risques que l'on ne peut même pas imaginer, y compris des risques de stérilité. Alors moi, dans tout ça, je suis beaucoup plus prudent que les décodeurs du monde. Mais je dis, je ne sais pas. Ça me paraît de bon sens. Je ne sais pas qui a raison. Il faut qu'on attende. Et il y a un grand dicton en France, depuis très longtemps, qui dit « Dans le doute, abstiens-toi ». Eh bien, c'est... Voilà. Comme on ne sait pas encore si ce vaccin à ARN messager pourra ou non modifier par un phénomène de transcriptase inverse l'ADN, si l'on voit qu'il y a des médecins qui assurent que c'est absolument impossible, mais que vous en avez d'autres qui disent que c'est tout à fait possible et imaginable, eh bien face à ce débat qui n'est pas retranché, normalement le rôle fondamental d'un État, c'est de ne pas mettre en danger la vie de ses concitoyens. Primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. C'est l'un des principes fondamentaux de la médecine depuis Hippocrate. D'abord, il ne faut pas nuire aux patients. Alors je terminerai en rappelant ici que par ailleurs, Pfizer-BioNTech n'est quand même pas un enfant de cœur. Faut pas non plus exagérer. C'est un laboratoire qui a été condamné à plusieurs millions de dollars aux États-Unis pour publicité mensongère sur des vaccins. Je rappelle également que le PDG de Pfizer-BioNTech, à peine a-t-il annoncé que le vaccin était prêt, qu'il en a profité pour se débarrasser d'un nombre significatif des actions qu'il possédait pour les vendre d'un seul coup au plus cher, puisque le cours de l'action du laboratoire a explosé en l'espace de 48 heures pour devenir très élevé. Donc il a fait des profits énormes. C'est contraire à la déontologie. Normalement, le PDG d'un laboratoire pharmaceutique qui sort un vaccin radicalement nouveau, qui est destiné à des centaines de millions d'habitants sur Terre, paraît-il, et sur lequel on n'a aucun recul, normalement devrait avoir au minimum l'éthique de conserver les actions et de ne pas faire profit après l'annonce, pour montrer qu'il a confiance dans la suite des événements. Et au minimum, il devrait avoir la deuxième éthique qui consiste à être le premier à se faire vacciner devant le monde entier. Or, le PDG de Pfizer-BioNTech a annoncé qu'il ne se ferait pas vacciner dans l'immédiat. Voilà. Et ceci, il a ressorti le même argument honteux, où on prend les Français pour des imbéciles. Le même argument que celui de Macron, de Castex et de tous nos ministres. Mme Schiappa qui a dit qu'elle se fera vacciner quand le vaccin sera sûr. Macron et Castex ont dit non, ils se feront vacciner, mais pas tout de suite, parce qu'ils ne voudraient pas que ça passe comme étant un passe-droit. Et il faut donc d'abord en faire bénéficier les personnes âgées vivant dans les EHPAD. C'est vraiment se moquer du monde. La France a acheté 300 millions... Non, l'Union européenne, pardon, a acheté 300 millions de doses de ce vaccin Pfizer-BioNTech. La France en attend certainement plusieurs, 1 ou 2 ou 3 millions à partir de la fin décembre. On va pas me dire que comme il y a 46 ministres au gouvernement, on ne pouvait pas distraire une centaine de doses sur les 2 millions que la France va recevoir pour que le gouvernement montre l'exemple. Non. Si le gouvernement, si M. Macron
si M. Castex, si Mme Schiappa, si d'ailleurs le président de Pfizer lui-même ne commence pas en premier à se faire vacciner, c'est qu'il y a un loup dans le placard. Voilà ce que je voulais vous dire. Et j'aimerais vraiment, et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, j'aimerais vraiment que les personnes que je vois sur Internet en train d'expliquer que ceux qui ont des réticences à se faire vacciner, que ces personnes-là, dont je fais partie, nous serions des crétins, qu'il faut absolument se faire vacciner et prendre des mesures drastiques, fait comme d'ailleurs la loi prévue par Castex le prévoit, c'est-à-dire de retirer toute vie sociale aux gens qui ne se feraient pas vacciner. À ceux-là, je m'adresse et je leur dis « Regardez-vous dans la glace, écoutez mes arguments et réfléchissez en vous-même. Réfléchissez en vous-même, parce qu'il y a eu des gens très malins en 2009, 2010 qui se sont fait vacciner du vaccin H1N1, qui, comme vous, pensaient que tout ça, les vaccins étaient parfaitement sûrs dans la mesure où il y avait eu l'autorisation d'autres mises sur le marché, et puis qui se retrouvent depuis victimes à vie de maladies invalidantes. Réfléchissez-y. Vive la République et vive la France.